Baroudeur, baroudeuse, bienvenue sur Comment t'as fait. Je te présente ici Antoine qui termine son VIE à Jeddah en Arabie Saoudite. Il était notamment motivé pour vivre cette expérience suite à un AVC. On va parler au long de cette interview. Donc déjà merci Antoine pour cette interview. Je t'en prie, merci. Ça me fait plaisir aussi de parler de mon expérience de VIE. Donc c'est avec plaisir que je répondrai à tes questions. Ok. C'est compliqué. Alors déjà est-ce que tu peux présenter qui tu es et raconter ton parcours avant le VIE? Sur le plan académique, donc j'ai fait un master contrôle de gestion en école de commerce, donc 5 ans. Et sur le plan de vie, effectivement, comme tu l'as mentionné ultérieurement, j'ai eu un lourd AVC il y a une dizaine d'années qui m'a demandé beaucoup de rééducation. Et maintenant, avec ce VIE, je souhaitais tourner la page. Et au niveau de parcours académique, tu as fait une petite école de commerce, une grande école ou pour avoir donné à peu près une idée, parce que des fois les jeunes ils cherchent à faire un VIE mais ils savent pas trop. Est-ce que selon leur profil, ils ont les chances ou pas d'en obtenir ou pas Donc alors d'abord j'ai commencé donc avec une école moyenne, je dirais, une école lyonnaise qui n'est pas encore très renommée. Et en fait, j'ai enchaîné avec un master spécialisé. Donc j'ai enchaîné mon école de commerce avec une 6e année d'une école plus renommée. Donc c'était un master spécialisé en finance d'une durée d'1 an, ce qui m'a permis plus facilement donc d'accéder aux entreprises demandeuses de VIE. Ouais, c'est ça, il faut le préciser, parce que le M Lyon sur un CV, je dis pas que c'est indispensable, mais ça pèse pour... C'est quelque chose qui pèse quand même quand on cherche à faire un VIE, de sortir d'une grande école, même si c'est pas le programme grande école comme tu as fait, mais un master spécialisé. Le nom de l'école apparaît sur le CV, tout de suite il passe au-dessus de la liste. Et tu peux donner aussi une idée sur ton niveau d'anglais avant de venir? Bon, ton niveau d'arabe, bon, on parle pas. Ok, il y en a 0. Et ton niveau d'anglais? Comme j'avais fait une école de commerce, en fait, souvent elles sont tournées vers l'international. Donc en 2e et 4e année, j'avais eu l'occasion de faire des semestres à l'étranger, en Angleterre et aux États-Unis. Donc je me débrouillais relativement bien en anglais. C'est pour ça que j'ai pas eu de soucis pour m'adapter pendant le VIE. Tu m'avais raconté, ouais, tu as fait 6 mois aux États-Unis et 6 mois en Angleterre pendant tes études. Tout à fait, oui, c'est ça. Donc voilà, ça c'est important à savoir aussi. C'est pas, on fait pas un VIE comme ça pour apprendre l'anglais. Généralement, on attend quand même un certain niveau, même si c'est présenté comme quelque chose pour les jeunes, pour qu'ils acquièrent de l'expérience. Généralement, ils recrutent des gens qui ont quand même un certain CV. Il faut un minimum. Et qu'est-ce qui t'a amené à chercher un VIE? Et dis-moi aussi si tu visais l'Arabie Saoudite particulièrement, ou si tu aurais pu aller dans n'importe quel pays. Alors déjà je souhaitais le VIE parce que je sais que c'est un tremplin pour débuter sa carrière professionnelle. Ça permet vraiment de s'ouvrir à des missions très intéressantes qu'on n'aurait pas localement en France. Et aussi effectivement donc sur le plan personnel, c'était vraiment pour moi l'occasion de changer d'air en ayant une vraie expérience internationale d'une durée limitée. Et après, pourquoi l'Arabie Saoudite? Ça a été une opportunité, ça m'a été proposé, mais dès le début, je souhaitais en fait une expérience, je dirais, exotique, qui sorte des sentiers battus où il y a vraiment un besoin d'adaptation. Comme tu avais dit, c'était un peu lié à ton VIE aussi, tu voulais sortir de ta zone de confort pour justement faire clôturer cette histoire d'AVC. Tout à fait, oui c'est ça, c'est vraiment une expérience pour moi pour tourner la page, en finir avec ça et découvrir des nouveaux horizons à l'étranger. C'est intéressant ça, parce que c'est particulier, c'est pas tout le monde qui part vivre une expérience de fou pour pouvoir tourner la page sur un problème de santé aussi majeur. Et comment tu as fait pour trouver un VIE? Comment se sont passées tes recherches? Alors relativement tôt, je m'étais inscrit sur CiviWeb, c'est le site officiel des VIE où toutes les offres sont déposées par les entreprises.
Et en fait, même si j'étais sur ce site, ça a été une opportunité. C'est en arrivant en stage de fin d'études dans le groupe Veolia, il se trouve que dès que je suis arrivé là-bas, on m'a dit qu'il y avait ce poste qui s'ouvrait en Arabie Saoudite. Et donc, c'était vraiment parfait pour moi et j'ai postulé pour le VIE. Ok, c'est une bonne manière hein, de commencer par un stage dans une entreprise française et regarder ce qu'elle propose à l'étranger. Et tu peux nous raconter quelles étaient tes 2 angoisses avant de partir? Est-ce que t'as osé en parler à tes employeurs et qu'est-ce qu'on t'a répondu? Alors, donc oui, j'imagine qu'on a tous beaucoup d'angoisse avant de commencer une expérience à l'étranger. On ne sait pas comment on va être reçu, si quelqu'un va s'occuper de nous, etc. Donc j'ai eu la chance de faire un VIE au sein d'un grand groupe international qui en fait dès le début avait tout prévu, avait tout géré, donc j'ai relativement pas eu de problème pour m'installer. Il y avait un chauffeur qui m'attendait à l'aéroport, mes trajets étaient déjà pris en compte, j'avais aussi un logement, etc. Donc il n'y a pas eu de souci de ce côté-là. Ouais, c'est vrai que c'est bien de savoir que les VIE, il y a des règles qui fait que dans certains pays, l'employeur est obligé de fournir un logement au VIE et l'Arabie Saoudite en fait partie. Donc quand tu es en VIE, le logement est pris en charge par l'entreprise. Quand tu as atterri à l'aéroport de Jeddah, donc c'était ma prochaine question, c'est comment ça s'est passé quand tu as atterri à l'aéroport, quoi. C'est le premier pas dans le pays. Bon, mais en fait, tu avais un chauffeur qui t'attendait pour t'amener à ton logement. C'est ça, mais aussi, il faut pas oublier qu'en Arabie Saoudite, il y a beaucoup d'administratifs, de contrôle. Donc en fait, quand je suis arrivé à l'aéroport, c'est ça qui m'inquiétait un petit peu. Donc j'ai suivi en fait les gens qui étaient avec moi dans l'avion. Tout s'est bien passé et donc à la sortie de l'aéroport, effectivement, il y avait un driver, Farouk, pour m'emmener au logement. D'accord, un driver, un chauffeur. Et le lendemain, je sais pas si c'était le lendemain ou quelques jours après, quand tu devais aller au travail, tu avais encore un chauffeur, quoi. Tout à fait. Donc le lendemain, effectivement, donc je commençais ma journée assez tôt, mais c'est une collègue qui est venue me chercher directement pour me montrer le chemin pour aller au bureau, etc. Donc là encore, aucun souci. Ok, très bien. Et du coup, tu as eu un chauffeur pendant tout ton VIE ou après tu as finalement tu as eu une voiture, tu t'es déplacé par toi-même? Disons qu'en Arabie Saoudite, tout est grand, etc. Donc on ne peut pas se déplacer autrement qu'avec une voiture. Pendant, je dirais, plusieurs mois au début, j'avais tout le temps un chauffeur pour faire les déplacements professionnels, etc. Donc ça restait très limité pour sortir le week-end avec Uber, etc. Mais l'avantage, c'est que très rapidement, avec un permis international, mon entreprise m'a mis à disposition un véhicule, ils ont loué un véhicule qui m'a permis de trouver en fait une liberté parce que c'est vraiment nécessaire ici en Arabie. Ok, et tu as trouvé comment la circulation routière ici? Tu t'y es fait assez rapidement? Je pense qu'on finit jamais vraiment de s'adapter au mode de conduite des Saoudiens. On n'a pas les mêmes règles qu'en France. Le trafic pas forcément respecté en plus. Effectivement. Par exemple, il y a une route où on peut circuler à 100 km/h qui va traverser toute Jeddah. Donc ça aussi c'est particulier. On va faire des U-turns, des demi-tours pour circuler en plein milieu de la route, donc c'est vraiment particulier. Ouais, pour ceux qui ne connaissent pas les U-turns, je pense que c'est un peu compliqué à comprendre, mais pour résumer, ici il y a des entrées et des sorties sur les voies rapides. Les entrées et sorties sont aussi bien sur la droite que sur la gauche. Donc si tu veux limiter tes chances d'être percuté, il faut rester au centre. Il faut toujours être vigilant. Ouais, et être vigilant, il y a ceux qui doublent à droite, ceux qui doublent à gauche, ceux qui font des queues de poisson, c'est très courant, il faut être plus vigilant. Et du coup à la fin tu as passé un permis saoudien quand même pour pouvoir rester pour pouvoir conduire légalement sur la durée. C'est ça, parce que le permis international ici est autorisé mais que pour 3 mois il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc après 3 mois il m'a fallu effectivement passer le permis saoudien. C'est pas quelque chose de très compliqué où on demande beaucoup de tests, de conduite, etc. Donc tout s'est fait rapidement et j'ai pu l'avoir. Ok, ouais. Bah après,
Déjà, pour lui donner une idée sur le permis de conduire, nous, enfin, on a fait appel au même Wasta. En fait, c'est un collègue d'Antoine qui est habitué à avoir affaire à l'administration et qui du coup permet d'accélérer les procédures parce qu'en fait, il connaît le personnel. Et moi-même, on travaille pas dans la même entreprise, mais ça s'est fait finalement. Saoud, il a été à ta disposition aussi pour t'aider. Oui, je suis allé en voiture avec Saoud à l'auto-école, on a réglé les papiers. Et toi, comment ça s'est passé au moment où tu as passé ton permis de conduire? C'était la même chose, mais j'étais avec Saoud qui m'accompagnait du début à la fin. Après, quand il a fallu donc passer l'épreuve de conduite, on m'a demandé de monter dans une voiture pour même pas 5 minutes. On m'a juste demandé de conduire, de m'arrêter à un stop. Ils ont vu que je savais m'arrêter au stop et ils m'ont dit c'est bon, tu l'as, pas de souci. Voilà, moi c'est pareil, ils m'ont donné mon permis français et enfin c'est même pas pareil. Moi j'ai même pas conduit. Ils m'ont tout de suite donné le permis de conduire. Parce qu'en fait, je considère que quand tu as un permis européen, c'est que tu sais conduire, donc ils se fatiguent pas trop à te tester. D'ailleurs, il faut préciser ici, la majorité des voitures, c'est des automatiques. Donc, malgré les difficultés qu'il peut avoir en termes de circulation, ça facilite énormément heureusement qu'il y a ces conduite, voitures automatiques, ouais, sinon ça serait impossible. Ouais, il y a moins de charge mentale, on est concentré sur la route et c'est pas... ça retire nos difficultés. Et comme on est habitué au manuel, dès qu'on passe en automatique, c'est plus facile, quoi. Question technique, ça s'est passé comment pour les visas, le titre de séjour? Tu peux raconter par étapes comment tu as pu être en Arabie Saoudite légalement à chaque... Alors donc depuis la France, donc j'ai essayé d'obtenir donc le visa de travail, donc le visa l'IQAMA, visa long séjour. L'IQAMA, ça veut dire titre de séjour en Arabie Saoudite. Et en fait, sans vraie explication, mon dossier bloquait, ne passait pas malgré de nombreuses tentatives. Donc après 2 mois de blocage, on a décidé de changer de méthode et de demander en fait le visa court séjour de travail, visa d'expat, pour contourner donc ce blocage et que je puisse aller rapidement en Arabie. On a fait ça et au bout de, je dirais 6 mois, enfin mon dossier s'est débloqué, donc vers septembre, j'ai pu enfin avoir l'IQAMA, le visa de séjour. Et en fait, la situation, tu n'avais pas d'IQAMA, donc tu étais en visa travail court séjour. Oui. Et ce que tu m'avais expliqué, c'est que du coup, tu étais obligé de sortir du pays plusieurs fois et de revenir pour renouveler le visa à chaque fois. C'est ça, tout à fait. Donc, il y a 2 types. Donc, il y a le visa court séjour, donc 30 jours, ou le visa 90 jours. J'avais donc le visa 30 jours, ce qui fait que je ne pouvais pas rester plus de 30 jours en continu sur le sol saoudien. Donc tous les 30 jours, je devais sortir du pays, passer la frontière et revenir après quelques jours en Arabie. D'accord, ouais. Et en fait, c'est ton entreprise qui te paie des vacances tous les mois, du coup. Tout à fait, voilà, vu que j'avais pas vraiment le choix, etc. C'est pas moi qui voulais voyager comme ça. Donc mon entreprise n'avait pas vraiment le choix que de me payer, donc c'est sorti du territoire. Avion et hôtel dans des lieux paradisiaques. Déjà avion, après hôtel, effectivement, vu que moi j'en profitais pour faire des week-ends prolongés à l'étranger. Quand ça sortait du cadre normal, je payais une extension pour rester 4-5 jours là-bas. Okay, si déjà les hôtels sont payés, c'était déjà bien. D'accord, ouais. Et ensuite, comment tu as fait pour avoir l'IQAMA? C'était quoi en termes de... Pourquoi avant tu n'avais pas l'IQAMA et ensuite tu as pu avoir le titre de séjour? Parce que là, c'est une question technique que je sais qu'il y a beaucoup qui ignorent par rapport au VIE. C'est que le VIE, c'est un contrat avec l'État français. C'est pas un contrat directement avec l'entreprise. Et normalement, c'est pour ça qu'au niveau des visas, dans chaque pays, en fait, il faut jouer avec les règles. Et je sais que toi, dans ton cas, c'était le cas, quoi. C'est pas directement ton contrat VIE qui te donnait d'office un titre de séjour, quoi, IQAMA. Donc, alors, si je pourrais trouver une solution à ce déblocage. Donc déjà en fait c'est très compliqué ici, l'administration évolue tous les jours, il y a des nouvelles règles, les règles évoluent, donc c'est des fois compliqué de s'y retrouver. Là je sais que pour avoir l'IQAMA par exemple, il fallait en fait chaque personne définir une profession précise. Et certains métiers n'étaient par exemple pas autorisés, alors que d'autres étaient vraiment bienvenus en Arabie.
Donc le temps en fait de trouver le métier adapté à moi qui puisse passer, je pense que c'est surtout ça qui a en fait débloqué la situation. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que je pense que c'est le fait que c'est en parallèle, tu as un contrat de travail local. Tout à fait. C'est ça c'est le contrat de travail local en parallèle pour un salaire médiocre, mais qui est en supplément en fait du salaire veilleux, qui permet d'avoir le titre de séjour. C'est ça. Oui, c'est une obligation ici, c'est d'avoir un contrat de travail, puisqu'il y a aussi obligation d'avoir une assurance avec ce contrat, et également donc un logement, une indemnité logement. Ouais. Tu t'es marié récemment avec une Indonésienne que tu as rencontrée ici. Comment t'as fait, comment tu l'as rencontrée, qu'est-ce qu'elle faisait ici? Alors bon, ici il n'y a pas énormément de moyens de rencontrer, de sortir, etc. Donc j'ai rencontré mon épouse à travers les réseaux sociaux, et en fait elle était arrivée en même temps que moi à Jeddah, donc c'est très bien tombé. Et elle est encore aujourd'hui hôtesse de l'air pour la compagnie locale. D'accord. Ouais. Et en plus, tu t'es marié dans le contexte du coronavirus. Donc c'est en 2020, hein, c'est fin 2020 le mariage. Là, on tourne début 2021. Tu peux raconter brièvement ce parcours du combattant. Effectivement. Ça a été une sacrée histoire. Alors ça met en avant un des côtés qu'on développe quand on a une expérience comme ça à l'étranger. C'est que du début à la fin, j'ai dû toujours m'adapter. Donc on avait prévu de se marier donc au début de l'année 2020, avant qu'il y ait ce problème de coronavirus. Donc on envisageait plusieurs choses. Donc il y avait un mariage par exemple à Hong Kong, parce que c'est plus facile. Après il y a eu le coronavirus, ça a tout bloqué Hong Kong, donc il a fallu changer. Il y a eu le mariage en France, mais après il y a eu le couvre-feu en France qui a tout bloqué, etc. Donc on change à chaque fois de plan, de stratégie. Et en fait, il faut juste être tenace, se mettre à jour, être au courant des évolutions. Et dès qu'on a un créneau, on y va. Donc on a pu se marier entre deux couvre-feux au mois d'octobre en France. Et à quelques jours près, tu m'as dit c'était râpé. À 2 semaines. Donc, à 2 semaines près, ouais, c'était râpé. Voilà, c'est fait juste. Parce que déjà, se marier en France, être français et se marier avec un autre français en France, c'est déjà des papiers. Ouais, voilà, c'était déjà un peu compliqué. Mais là, être à l'étranger, se marier avec une personne qui n'a pas la nationalité française, etc. C'était. Mais bon, finalement. Tout est bien qui finit bien. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et maintenant, du coup, tu comptes faire quoi maintenant que tu termines ce VIE? Donc là, je viens de signer en fait un contrat avec mon entreprise, donc toujours la même, qui en fait me fait rentrer en France définitivement, pour après toujours travailler avec eux donc sur Paris. Ça me permet de rentrer je dirais en douceur pour que tout soit plus facile en temps de Covid. Donc je suis quand même toujours très bien accompagné par mon entreprise. Et là j'ai toujours un mois je dirais pour faire la passation de pouvoir, pour organiser les dernières affaires, etc. Ok. Du coup, ouais, toi tu repars en France après cette aventure pour des raisons personnelles. Après on verra si tu as encore la soif de l'aventure. Tu as écrit un livre par rapport à ton AVC pendant qu'on était confinés aussi ici, et tu as fait des références par rapport à ton expérience ici. Est-ce que tu peux expliquer brièvement? Du coup, en fait, cette expérience de VIE a été vraiment doublement bénéfique pour moi. Elle m'a notamment permis donc de faire un projet qui me tenait à cœur, que j'avais en tête depuis longtemps, qui était donc d'écrire un livre sur mon expérience de l'AVC, puisqu'elle est quand même particulière, comme tous les AVC. Donc ça m'a encore permis de tourner la page, et c'était vraiment, pour moi ça a été vraiment une réussite, j'ai été très content. Donc c'est voilà, encore un point positif de cette expérience. Est-ce que je précise ici? Bon, du coup, on a eu un problème de son.
On s'est rattrapé avec Antoine ici dans le désert qui a fait un petit saut sur expérience. sur la dune. Du coup, ce que je voulais dire surtout, c'est que le livre d'Antoine qui s'appelle Parce que je viens de loin. Voilà, c'est ça. Donc son livre, il est en description de la vidéo si ça t'intéresse. Et on voulait aussi aborder le sujet du coup au niveau des finances personnelles. Comment tu as géré ton parcours? Tu as fait une école de commerce classique. Enfin, c'est pas une grande école. Et ensuite, tu as fait un master spécialisé. Tout à fait. Donc 3 ans, ça c'était un cursus payant. Et maintenant, tu es en veillé en Arabie Saoudite. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu as eu ton financement et comment ça s'est passé? Ça a été un coup effectivement de financer donc la deuxième école qui était plus chère. Donc une des solutions que j'ai trouvées, qu'on a trouvé avec mon père, ça a été que mon petit frère et moi, tous les deux, on demande un prêt étudiant à 0%. Et donc mon petit frère m'a du coup fait bénéficier de son prêt, qui fait qu'avec les deux prêts accordés, les deux prêts étudiants à 10 000 €, j'ai pu payer donc le master spécialisé à l'EM Lyon, qui quand même coûte dans les 20 000 €. Ce qui est intéressant de savoir aussi, c'est qu'un veilleux en Arabie Saoudite, vu qu'en fait, il y a des barèmes pour les veilleux, et généralement les salaires qui sont fixés par les veilleux, c'est inversement proportionnel au coût de la vie. Et je pense que maintenant tu as remboursé ton crédit du coup. Tout à fait, oui, parce que en plus donc je fais un VIE, il y a des frais qui sont financés par l'entreprise, etc. Donc ça m'a permis en fait de mettre de côté tous les mois un petit peu d'argent. Et mois après mois, j'ai pu du coup mettre de côté pour rembourser les prêts que j'avais fait pour l'EM Lyon. Voilà, ça c'est super intéressant parce que si tu fais un VIE en Allemagne et que tu as 3 ans de crédit, bah par rapport au salaire, ouais, c'est beaucoup plus compliqué quoi. Donc ça c'était le bon truc à faire quoi. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a le plus surpris quand tu es venu en Arabie Saoudite? Encore une fois, je dirais c'est l'idée qu'on s'en fait. De venir ici, on voit que tout est différent et que chacun on prend ses marques, on voit vraiment comment c'est de vivre ici. Et donc voilà, c'est ça en fait, surtout de s'adapter, le choc des cultures qui est réel, c'est ça qui m'a surpris et c'est ça qui m'a plu aussi parce qu'il y a vraiment une culture intéressante ici et c'est pour ça que je suis resté 2 ans. Ouais, tu m'as dit que tu étais surpris aussi de voir des femmes travailler dans les bureaux, tu pensais que c'était beaucoup plus... Voilà, c'est pas le regard qu'on a en Europe sur l'Arabie Saoudite. Je pensais, j'avais lu sur internet, les femmes n'ont pas le droit de prendre l'ascenseur avec des hommes. Au final, tous les jours, quand je vais travailler, il y a des femmes dans l'ascenseur. Donc voilà, cette image crée aussi une gêne et quand on arrive, on est un peu désorienté. Ouais, ça. Bon, après, il y a eu beaucoup de changements aussi ces dernières années. Le pays évolue très vite. Voilà, on arrive à la fin de cette interview. Hein. Merci Antoine. Je te souhaite un plaisir. Je te souhaite que le meilleur pour la suite. Et voilà, baroudeur, baroudeuse, si tu as aimé cette vidéo, je te remercie de mettre un pouce vers le haut, de t'abonner à la chaîne et de partager. Salut à toi. En fait, j'avais arrêté le film. Syukran.